Loe hulele, lue huseye, ade, alie, sue hue, ue huseye, ade, alie, sue hue, sue hulele, ade. Tous les printemps, je suis quelqu'un qui médite sur les graines parce qu'en fait, quand on prend une graine, c'est presque insignifiant. Et puis, on la regarde comme ça, on l'observe. Et puis, elle est pratiquement insignifiante. Certaines même, on a besoin presque d'une loupe pour les voir, pour voir leur structure. Eh bien, il se trouve que j'avais un ami et je lui ai dit, bah, écoute, regarde, cette graine, elle est comme ça, silencieuse, elle est insignifiante, et pourtant, à l'intérieur, il y a un programme extraordinaire. Ce programme extraordinaire qui va se déclencher dès que tu vas la mettre dans la terre. C'est-à-dire que tu vas l'amener comme un ovule. Cet ovule, tu le mets dans la terre va couver cet ovule. Il y a les conditions de chaleur, d'humidité, et ensuite, ben, cette graine va se déployer, et en se déployant, elle va révéler toute cette intelligence qui était concentrée en elle. Et ça, c'est d'une beauté absolument extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on sent vraiment que ce soit dans le microcosme ou dans le macrocosme, eh bien, tout est relié. Rien n'est séparé de rien, et tout cet ordre universel est un ordre qui a sa cohésion et sa cohérence, et donc sa beauté.
Et cette beauté est absolument prodigieuse et malheureusement, nous traversons parfois la vie sans même en être conscients et c'est un peu dommage. Et donc, je veux dire, l'avenir sera aussi à cette sensibilité qu'on peut appeler spirituelle, qu'on peut appeler ce qu'on voudra, mais qui relie à la fois la poétique et la spiritualité. Et la poétique et la spiritualité nous donnent deux dimensions. La dimension de l'exaltation de ce que nous pouvons exprimer et la dimension du mystère. Et en reliant la poétique et le mystère, nous retrouvons évidemment dans cette symphonie universelle. Je crois qu'il y a un préalable, c'est d'expliquer le pourquoi de ce mouvement international pour la Terre et l'humanisme. Il se trouve qu'en 2002, j'ai été poussé par des amis à me présenter aux élections présidentielles. Cette présentation me paraissait judicieuse parce que ça faisait très longtemps que j'étais habité par l'urgence écologique et humaine. Et que je voyais que cette urgence écologique et humaine ne figurait pas dans les programmes politiques. On s'est lancé en campagne. L'argent que nous n'avions pas, nous l'avons reçu. Ce qui nous a permis de monter notre campagne, donc de donner des conférences, d'aller collecter les signatures des élus, etc. Et le tout en 3 mois. Et donc en 3 mois, on s'est rendu compte que ça avait été miraculeux, parce qu'en 3 mois, nous avions collecté 184 signatures d'élus, avec des élus qui regrettaient d'avoir donné déjà leur signature, avec des élus qui nous ont envoyé non seulement leur signature, mais de l'argent pour nous aider, avec des élus qui ne pouvaient pas nous envoyer leur signature, mais qui nous ont envoyé de l'argent, etc. Et quand on a comptabilisé le tout, c'est-à-dire qu'on a fait notre bilan après campagne, bien entendu, nous n'avons pas atteint les 500 signatures qui nous permettaient d'accéder donc à la tribune majeure, mais néanmoins, des milliers de personnes nous ont rejoints et nous nous sommes rendus compte que finalement, nous n'étions pas tout seuls et que les thèmes que nous avions proposés étaient des thèmes qui étaient reçus et recevables par un public assez large. Je me suis dit, plutôt que de mettre de l'énergie dans une démarche politique dans laquelle je n'ai pas d'issue, dans laquelle qui ne correspond pas à une réalité ressentie, parce que je pense que même la politique doit être aujourd'hui repensée. Elle doit être repensée de fond en comble, puisqu'on voit que même la démocratie installe aujourd'hui des dictatures dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il faut repenser même la démocratie, sa signification. Et on ne peut pas se contenter de grandes proclamations, droits de l'homme, etc. Donc il y a une nécessité de changer de paradigme et d'aller vers une humanisation et de faire que les consciences se fédèrent au-delà de toute appartenance, qu'elle soit de gauche, de droite, qu'elle soit de confessionnelle ou autre, pour dire il y a une plateforme commune et il y a un enjeu commun qui est celui de notre planète, entre la Terre et l'humanisme. Et tout le monde peut se retrouver sur la Terre et l'humanisme. La Terre en tant que glèbe nourricière, mais la Terre aussi en tant que planète. Et l'humanisme, c'est quoi? C'est ce que nous devrons un jour partager. C'est-à-dire que si notre histoire n'aboutit pas à un humanisme, alors à quoi notre histoire aura servi? Sinon à des égorgements et de la violence inutiles. Donc il y a un projet d'humanisation, et les ingrédients de l'humanisation sont là. Seulement, nous nous sommes placés résolument dans une perspective particulière qui est on ne peut pas rafistoler notre modèle. On ne peut pas aménager notre modèle. Il est erroné, et du fait qu'il est erroné, on ne peut pas l'aménager. Donc il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et non pas le profit illimité, l'argent, etc., ce qui est complètement stupide, mais mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations dans cette urgence-là. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, un mouvement international pour la Terre et l'humanisme va, lui, se préoccuper de ce qui a une durée et de ce qui va rejoindre ce qui est dans la continuité, ce qui est dans la pérennité, ce qui va transformer en quelque sorte le futur. Partant sur l'idée, quelle planète laisserons-nous à nos enfants?
mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que il y a l'humain et la nature qui sont à réajuster. Et si nous ne partons pas sur cette idée de réajustement, de conciliation et de réconciliation de l'humain avec la nature, il est évident qu'il n'y a pas d'issue. Or, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Bien entendu, l'issue existe, mais l'avenir est entre nos mains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu plutôt mettre cette énergie dans la création de ce mouvement, dont je vais essayer d'expliquer un petit peu les différents paramètres. Nous avons essayé de rassembler quelques valeurs, consignées dans une charte. Et à partir de ces valeurs consignées dans une charte, évidemment, une charte, c'est un petit peu lapidaire comme façon de faire. Donc, l'objet de ce DVD et de ce contact que je voudrais avoir avec mes semblables, avec mes frères, mes sœurs, mes semblables, mes concitoyens du monde, pas seulement de la vie, c'est d'essayer de dire, de transmettre, de leur faire part de ce que je ressens à travers cet itinéraire long d'écologiste, de ce que je ressens aujourd'hui à travers cet itinéraire, qui m'a amené quand même à incarner le maximum, l'écologie incarnée, l'écologie, non pas l'écologie simplement, comment dire, proclamée, mais l'écologie incarnée par l'agroécologie, par des méthodes de culture qu'on a proposées aux pays du tiers-monde, qui fonctionnent et qui demanderaient simplement à être déployées, développées, c'est de partir toujours sur cette idée de fédération de conscience pour communiquer avec tous ceux qui sont disposés à recevoir ce message dont nous ne sommes pas la source, mais dont nous sommes les serviteurs. Évidemment, il n'est pas en train de rentrer dans une doctrine, ni dans un nouveau conditionnement, même positif. Il ne s'agit pas de conditionnement. Même le conditionnement, même positif, doit être à abolir. Il ne s'agit pas de recréer une idéologie. Il ne s'agit rien de tout cela que de dire la Terre se meurt, l'humanité souffre, au secours. Et rassemblons-nous, et nous avons les moyens du changement. Nous avons les moyens du changement à la condition que la conscience collective change, à condition que les États prennent les dispositifs qu'il faut. Il suffirait de transférer ce que nous consacrons aux armements au service de la vie pour créer une espèce de chantier planétaire absolument extraordinaire qui va enthousiasmer les jeunes, qui va les amener vraiment à agir avec du sens. C'est tout cela le mouvement, c'est le décloisonnement généralisé, pas d'exclusion d'aucune sorte, et au contraire, essayons de rassembler nos énergies, avec nos moyens, nos savoirs, nos savoir-faire, eh bien, nous sommes capables de changer le monde. Si nous le voulons bien, nous sommes capables de changer le monde. Donc faisons-le. Je crois que jamais le débat concernant le rapport entre l'humanité et la nature n'a pris autant d'ampleur qu'aujourd'hui. Nous sommes tout d'un coup en train de constater qu'effectivement ce rapport repose sur un malentendu, voire même une sorte de contentieux. Une sorte de contentieux qui met en évidence le fait que nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, et que nous sommes quelque part sommés de changer pour ne pas disparaître. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu des signaux d'alarme concernant justement ce rapport, ce différend entre la nature et l'être humain, mais nous faisons aujourd'hui les grands bilans. On peut dire que le clivage ou le basculement s'est fait au moment où on est passé d'un être humain qui se reconnaissait comme appartenant à cette réalité, qui est la vie, au moment où il a voulu que cette réalité lui appartienne. Et à partir de là, je pense que le basculement s'est fait, et la vision sur la planète
a été vécu comme, en quelque sorte, on pourrait dire un gisement de ressources qu'il faut exploiter. Autant le primitif, se sentant appartenir à ce milieu, ne prélevait que ce qui lui était nécessaire, strictement nécessaire pour sa survie. Et tout ce qu'il prélevait, c'était ce que le milieu lui donnait, et notamment il était chasseur, cueilleur, pêcheur, et tout ce qu'il utilisait était recyclé, puisqu'il n'y avait rien d'artificiel et qu'il ne dissipait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dissipation, il n'y avait pas de gaspillage, et même il y avait une attitude presque sacrée par rapport aux ressources, puisque quand on voit par exemple le comportement des peaux-rouges avant l'invasion anglo-saxonne par rapport aux bisons, ben, les bisons étaient surabondants, mais le peau-rouge ne prélevait que ce qui lui était nécessaire, et quand il prélevait, quand il sacrifiait un animal, il ne fallait que rien de cet animal ne soit dissipé ou gaspillé. C'est-à-dire qu'il y avait encore cette approche sacrée par rapport à cette réalité. Et donc la modération, la sobriété, l'autolimitation étaient tout à fait naturelles. Il prélève ce qui lui est nécessaire, mais dans le cadre d'un principe où la vie se donne à la vie. Autant quand il y a la migration, en particulier européenne, cette migration européenne amène une vision totalement différente. Et là, on est déjà dans l'idée. Ce qui différencie, en fait, c'est que le primitif au sens noble du terme, ça n'a rien de péjoratif, et ce primitif qui a d'ailleurs exalté la nature à travers les fresques de Lascaux, enfin, où on sentait qu'il avait une observation, un rapport à la nature, un rapport à la vie qui était extraordinaire, avec une émotion certainement. On ne peut pas regarder sans émotion les fresques rupestres qu'ont laissé les primitifs. Et on avait le sentiment que ces gens-là se vivaient vraiment comme « j'appartiens à la terre ». Et ensuite, on a ce monde qui arrive. Est-ce le monothéisme? Est-ce je ne sais rien? Je ne sais pas. Ce qui a déterminé le fait, la terre m'appartient. Et Dieu sait que ça a été exacerbé dans la colonisation américaine. La terre, alors l'appartenance à la terre, c'est devenu vraiment la main mise sur... Et du coup, quand les gens partaient par exemple pour prendre le train, le fameux train transaméricain, qui allait de la côte est à la côte ouest et l'inverse, on avait une option. Une option, c'est-à-dire on pouvait vous donner des balles, vous achetiez le nombre de balles que vous vouliez, à seule fin de faire des cartons pour se distraire en tuant des bisons. Voilà. Et donc là, on voit l'énorme clivage entre une perception sacrée, j'appartiens, et une perception profanée, ça m'appartient. Et à partir du moment où on est parti sur ça m'appartient, le contentieux a été établi définitivement, et il a parcouru l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et ce que l'on voit aujourd'hui, pourquoi on a un engouement et on essaye d'être un peu à l'écoute de ces hommes primitifs, que ce soit les aborigènes, que ce soit les Kogis, que ce soit... il y a même en Afrique aussi des cosmogonies, comme chez les Maasai, partout, en Asie aussi, on trouve encore des reliquats de peuplades qui sont encore dans ce sentiment j'appartiens à, et je dois respecter, je dois prendre soin, je dois être modéré, je ne dois pas prélever plus. Ça existe encore aujourd'hui. On en a comme une sorte de nostalgie, on essaye d'un petit peu d'être à l'écoute de cette sagesse initiale et fondamentale, dont on constate de plus en plus qu'elle est salvatrice pour le monde d'aujourd'hui. Elle est totalement salvatrice. Et que si nous ne sommes pas à l'écoute de cette première âme, de cette première conscience, nous allons à la mort. C'est une évidence. Il y a quelque temps, j'ai regardé à la télévision quelqu'un qui s'était enrichi. Je ne veux pas citer son nom, ce n'est pas la peine, qui s'était beaucoup enrichi. Et la personne qui l'interviewait lui disait, est-ce que vous ne vous sentez pas prédateur?
Et il a répondu oui, en appelant évidemment à Darwin et au darwinisme. Il dit oui, de toute façon, toutes les lois de la vie, c'est la prédation. Et donc, en fait, c'était une affaire entendue. C'est ça qui est énervant à la télévision, c'est qu'on ne peut pas répondre. Et moi, je me suis dit, voilà une question fondamentale. Est-ce que la prédation humaine et la prédation animale peuvent être comparées? Et je me suis dit non, parce que quand un lion mange une antilope, ben, il digère son antilope, c'est tout. Mais il n'a pas de banque d'antilopes, ni de stock d'antilopes. C'est là la grande différence. C'est-à-dire que le prélèvement se fait strictement sur la vie qui se donne à la vie. Et à partir du moment où on est sorti de cette logique-là, où on veut posséder, évidemment, il a fallu interpréter et user de l'espace différemment. Quand vous avez une civilisation émergente, cette civilisation a besoin de ressources, et notamment parce qu'il y a la métallurgie, parce qu'il y a la poterie, parce qu'il faut construire des temples, parce qu'il faut construire des bateaux, etc. Tous ces besoins-là deviennent gigantesques, et à partir de ce moment-là, on a recours aux ressources existantes, et en particulier les forêts. On a vu les civilisations évoluer en même temps que la déforestation. Il y a des civilisations qui ont tellement abusé de leur milieu par des prélèvements tellement considérables que ce sont des civilisations qui sont enfouies sous le sable des déserts qu'elles ont provoqués. Donc, voilà. Et donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette déconnexion nature, histoire de l'humain, histoire de la nature, déséquilibre, malentendu. Arrivé au monde moderne, le monde moderne a en quelque sorte exacerbé la prédation. Parce que la technologie, la révolution technologique, a d'une part rompu avec ce qu'on pouvait appeler les civilisations agraires ou pastorales, où l'homme était quand même en rapport avec la nature, pour concentrer des êtres humains dans des pôles industriels. Les individus se sont regroupés, se sont agglomérés, ils étaient là pour travailler, pour avoir un salaire, et puis pour exalter la révolution industrielle qui repose en fait, en gros, sur la civilisation de la combustion. Cette civilisation de la combustion où on a exhumé des matières du sous-sol, les matières combustibles du sous-sol. On a exhumé ces matières, on les a en quelque sorte exaltées, et par le cheval vapeur, par la thermodynamique, etc., on a inventé des outils inédits de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que l'efficacité technologique, la révolution technologique, a provoqué évidemment une scission entre l'humain et la nature, mais elle a donné à l'humain, à travers cette perception démiurgique, de démiurge, c'est-à-dire celui qui fait des miracles, celui qui a la science des dieux, elle a remis à un être humain des outils d'une très grande efficacité, mais avec une conscience écologique non évoluée, moi je dirais même régressive. Si l'on reprend cette idée de appartenir au monde où le monde nous appartient, cela induit évidemment une vision sur la planète elle-même qui est une vision de convoitise, c'est-à-dire le bien existant, eh bien je vais m'accaparer, c'est-à-dire la notion d'accaparement, la notion d'accumulation va en quelque sorte être institutionnalisée par le mythe de la croissance économique indéfinie. Il n'y a rien de plus, disons, irrationnel que de penser que la planète peut fournir indéfiniment des ressources que l'on va dissiper, que l'on va gaspiller, que l'on va mal partager, et qui vont participer simplement à enrichir une minorité humaine au détriment du reste de l'humanité. Il est évident que notre planète, bien que généreuse et riche de beaucoup, a quand même aussi ses limites. Et de ne pas comprendre qu'on ne peut pas appliquer un principe illimité sur un système limité, c'est déjà une défaillance énorme de l'intelligence. Je veux dire, le bon sens le plus élémentaire
doit nous amener à dire, voilà, si nous sommes dans un bateau avec tant de ressources dans ce bateau et que nous devons faire une traversée de la vie sur ce bateau, la moindre des choses, c'est de se dire de quelles ressources nous disposons pour que le voyage puisse s'accomplir correctement. On ne se pose pas du tout cette question et on aboutit à dire, ben, finalement, tout ce qui existe, toutes les ressources de cette planète doivent être transformées en dollars, doivent être transformées en argent. Et à partir du moment où on dit que où on passe de ce qu'on appelle, de ce qui était l'économie que l'on dit informelle, que l'on dit vernaculaire, c'est-à-dire où les gens répondaient à leurs besoins d'une façon directe. C'est ce que je vois en Afrique, quand je vais en Afrique, dans les villages africains. Je trouve des gens qui ont leur lopin de terre, qui ont leur maison qu'ils ont construit eux-mêmes. Ils sont dans une communauté dans laquelle il y a encore une vie sociale, où l'individu n'est pas seul, donc ça ne veut pas dire le paradis, mais ça veut dire quand même des avantages très très importants, et où l'économie, elle consiste simplement à dire, ben, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de biens qui sont les biens basiques, élémentaires, se nourrir, se vêtir, être abrité, se soigner ou être soigné, et puis ensuite ça laisse le reste à l'éducation, etc. Bon. Alors du coup, le fait d'instaurer, de donner à l'argent les pleins pouvoirs sur toute réalité, c'est-à-dire que l'argent est représentatif de la richesse, ça a évidemment rompu avec cette économie basique qui a toujours existé depuis des millénaires. Et à partir de là, la civilisation industrielle se perçoit comme une civilisation de la productivité, de l'efficacité. Puisque nous avons l'efficacité dans la productivité, pourquoi ne pas aller vers l'accumulation? Ce qui donne la croissance économique indéfinie, et toutes les ressources sont indexées sur l'argent, et l'argent donne réalité à cette richesse. Ce qui évidemment a pénalisé les pays disposant de richesses, mais qui ne sont pas forcément monétaires. Et alors on est dans l'absurde du toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus indéfini, et ce toujours plus indéfini qui en plus d'abord crée le clivage entre le nord et le sud, puisque c'est une minorité humaine qui est dans ce toujours plus au détriment du plus grand nombre, et n'aboutit pas à une satisfaction. Parce qu'à partir du moment où il n'y a aucun seuil de satisfaction, ça veut dire qu'à aucun moment on ne peut être satisfait. C'est une évidence. Quand on parle par exemple de niveau de vie, pour moi c'est très abstrait. Niveau de vie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire en tant que tel. Il faudrait d'abord, on pourrait parler de niveau de vie à partir du moment où on peut définir le niveau de vie déjà en partant sur les nécessités absolues basiques, ce dont je parlais tout à l'heure, nourriture, vêtements, abris, soins, etc. Ça c'est l'élément basique. Et ensuite, bien, on peut imaginer une marge de superflu. Mais le problème, c'est que ce qui est nécessaire est pondérable, ce qui est superflu n'a pas de limite. La fameuse croissance économique part du postulat de l'illimité. Et cet illimité, à l'évidence, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il n'est pas applicable. La fameuse empreinte écologique met en évidence le fait que si chaque citoyen de la planète voulait vivre comme des Américains, il faudrait, paraît-il, 6 à 7 planètes. Donc ce qui nous donne à peu près une mesure réelle des capacités de la planète par rapport à la population de la planète. Donc ce qui veut dire que si nous ne renonçons pas à la croissance économique en tant que postulat fondamental et mode d'existence irrévocable, qu'on ne remet pas en question, ça pourrait aboutir effectivement à un épuisement généralisé des ressources. Mais je pense qu'il y a assez de bon sens et de sagesse quand même dans l'humanité pour que l'on comprenne qu'il y aura nécessité de changer de cap avant d'aboutir à la destruction du dernier poisson, du dernier arbre. Je pense qu'il y a quelque chose en nous qui va nous amener à cette modération salvatrice.
Depuis quelques décennies, le monde, évidemment, comme on le sait, surtout à partir de ce qu'on appelle la révolution industrielle, il y a eu une partition entre le Nord et le Sud. Le Nord disposant de la technologie, devenant riche, etc., et prospérant souvent, il faut le reconnaître, sur les ressources de l'ensemble de la planète. Et puis donc ce qui a fait qu'il y a eu une population qui s'est appauvrie. Et à un certain moment, on avait l'équation suivante, c'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait 1/5 de la population du monde, du genre humain, disposant de ressources, des technologies, qui en fait consommaient les 4/5 des ressources produites sur la planète. Donc il y avait une disparité très importante. Et alors, comme on a constaté qu'il y avait un appauvrissement, on a instauré en quelque sorte une sorte de secours qu'il fallait porter à des populations dites indigentes par rapport au modèle, par rapport à la prospérité, à la richesse du modèle. Et on a créé de plus en plus ce qu'on appelle l'humanitaire. Et l'humanitaire s'est développé dans tous les domaines, que ce soit des domaines médicaux, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans tous les domaines. Et donc cet humanitaire s'est développé comme est devenu en quelque sorte le secourisme, la façon de secourir les populations en difficulté. Alors j'ai du mal à accepter l'humanitaire en tant que tel, sauf l'humanitaire qui est celui de l'urgence, celui des cataclysmes, où là, quand les êtres humains se rassemblent pour s'assister, se secourir, ça devient magnifique. Mais l'humanitaire de secours alimentaire, même médical et autres, me paraît un petit peu suspect quelque part, ou spécieux. Parce que ça s'installe dans une situation dans laquelle on crée la détresse en même temps qu'on prétend la secourir. Donc on est dans le principe pompier-pyromane. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pas géré la planète avec humanisme que nous avons besoin de l'humanitaire. Donc à la limite, il faut que l'humanitaire, petit à petit, disparaisse. Et même à l'intérieur des pays prospères, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des populations qui s'appauvrissent et on voit le secourisme humanitaire se développer. D'abord le secourisme d'État avec les RMI, etc. Et puis ensuite tout le secourisme de la société civile. Et imaginons qu'on arrête, par exemple, Emmaüs arrête ses activités, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours protestant, l'Armée du Salut, ATD Quart-Monde, etc. Tout ça nous installe dans une situation ambiguë, tant au plan national qu'au plan international, dans laquelle le modèle déglingue, le modèle appauvrit. Le manque de partage, d'équité, etc. génère évidemment donc le fait que la société ne soit pas gérée avec humanisme nécessite et justifie de plus en plus un humanitaire qui ne devrait être que provisoire et non pas un état de fait. Parmi les postulats qui me paraissent vraiment relever de l'irrationalité la plus terrible, quoi, c'est ce plein pouvoir qu'on a donné à l'argent. C'est-à-dire cette prédominance et ce magistère absolu de l'argent qui domine tout et qui en fait domine jusqu'au destin de l'être humain et de la vie dans toute sa globalité. Et alors ce phénomène est quand même relativement nouveau dans l'histoire. Parce que ce qui me frappe, c'est que quand je vais en Afrique, vous pourriez, dans un village d'à peu près 200 à 300 habitants, on peut demander aux gens, si on exigeait de ces 300 personnes d'amener leurs économies, si on collecte 150 €, ça serait déjà miraculeux. Et on s'est dit, mais ces gens-là devraient être morts, parce que si l'argent était l'élément vital, ils n'ont pas cet élément vital, donc ils ne devraient plus exister. Or, ils existent parce que, justement, ils n'ont pas donné les pleins pouvoirs à l'argent. Évidemment, certains tendent à lui donner, puisque l'argent, malheureusement, s'infiltre dans les sociétés
Et comme de l'eau qui s'infiltre dans un système social et qui ensuite, par le gel, fait tout éclater. Ce qui fait que cette évolution-là, c'est ce que nous voyons partout. Et alors on se dit, mais ces populations de 300 personnes dans un village qui n'ont pas d'argent, qui néanmoins ont une vie sociale assez équilibrée, même si elles être idéales, ont des possessions, et possèdent des choses, possèdent leurs terres, possèdent leurs maisons, etc. Et donc l'argent est un élément complètement infime dans leur mode d'existence. Et de l'autre côté, l'argent qui devient même la mesure de la prospérité des nations, où chaque nation est finalement poussée à produire des richesses monnayables, des richesses produisant de la monnaie, et c'est ce qui a donné toute cette classification des pays émergents, pays en développement, des pays développés, enfin toute cette classification qui a abouti à ne pas pouvoir mesurer la prospérité sans référence à l'argent. L'idée n'est pas de diaboliser l'argent. D'abord, c'est une invention très très intéressante puisque c'est en quelque sorte la rationalisation du troc. À partir du moment où il correspond à des biens réels, à l'effort, à la créativité, il s'ennoblit. Moi, je me rappelle mon propre père qui pour nous nourrir, travaillait beaucoup et arrivait à avoir un peu d'argent. Et cet argent, pour moi, il était presque sacré. Il était sacré parce qu'il était représentatif véritablement d'un effort, d'une créativité, etc. Donc il ne s'agit pas de le diaboliser. L'argent, c'est un outil commode, pratique, très intéressant. Seulement, là où tant qu'il répond à des nécessités, à des besoins, il garde ce rôle noble. Là où il devient dangereux, c'est quand finalement, on ne lui demande pas simplement de répondre à nos besoins, mais d'assouvir tous nos désirs, tous les désirs les plus fous. Et à partir de ce moment-là, il sort de son rôle de répondre à des nécessités pour répondre à des superflus, c'est-à-dire à quelque chose qui n'a pas une réalité tangible à l'égard de la vie. Donc la réflexion aujourd'hui, elle est liée effectivement à comment resituer l'argent dans le rôle qu'il doit avoir aujourd'hui en tant que régulateur au plan national et au plan international. Alors c'est pour ça que quand il est inclus dans la représentation du PNB, du PIB, ce que l'on constate, c'est que en fait la partie concernant l'indispensable que peut réguler l'argent, c'est-à-dire permettre cet échange international, celle-là, elle est pondérable. Mais ce qui est impondérable, c'est quand nous sortons, quand nous allons vers le superflu. Autant l'indispensable et le nécessaire est limité, autant le superflu est illimité. Et c'est à ce moment-là que l'argent, évidemment, prend un rôle sur l'accumulation, l'argent produisant de l'argent, produisant plus de ressources, appauvrissant tout le monde, etc. L'argent comme arme et non pas comme outil. À partir de ce moment-là, évidemment, il y a une dérive grave qui mène à ces clivages des richesses qui sont mal réparties, d'accumulation d'un côté, de minorité humaine accumulant énormément au détriment de la majorité humaine, etc. Il est évident que la Terre et les êtres humains sont indissociables, c'est presque une banalité de le dire. Sauf que, à travers l'histoire, il y a eu une fracture, c'est-à-dire que l'humain a créé sa propre histoire et son propre sillon, et petit à petit, il s'est éloigné de la nature, et cet éloignement de la nature s'est exacerbé, évidemment, à notre époque où on a carrément créé un monde parallèle à partir de la révolution industrielle. Et on est en train de se rendre compte que ce monde parallèle est confiné, dans lequel on a
essayer de mettre un ordre en particulier sur la raison, sur la démiurgie de l'être humain, c'est-à-dire sur sa capacité à ressembler aux divinités, sur la combustion énergétique, sur toutes ces choses-là, nous ont de plus en plus rendu la nature, plus le hors-sol appliqué à l'humain, nous a rendu de plus en plus la nature étrangère. Or, nous sommes en train de nous rendre compte petit à petit que les transgressions que nous avons commises sont en train aujourd'hui de mettre en évidence que cette fracture, elle sera à notre détriment. Et donc il y a toute la démarche pour le futur, à travers la transition dans laquelle nous sommes, et à travers l'écologie qui, nous le répétons, ne doit pas être un paramètre, mais le fondement même de la réflexion de base sur la société et sur l'avenir, doit nous ramener petit à petit à ce lien, à cette conciliation et à cette réconciliation de l'humain avec la nature. Ils sont de nature totalement indissociable. Nous sommes nous-mêmes nature, c'est-à-dire que nous sommes l'expression de la nature. Nous sommes une de ses œuvres, et étant une de ses œuvres, nous reconnaissons évidemment un lien familial avec cette réalité. Et je crois que si nous ne comprenons pas cela et si nous continuons à créer ce chemin parallèle, eh bien il va y avoir de telles divergences. Les divergences vont devenir si considérables que ça risque de nous amener finalement à une forme d'extinction. Et j'espère qu'il y a assez de raison dans le monde, il y a assez de sensibilité, il y a assez d'intelligence, il y a assez de bien pour que nous puissions comprendre que le lien à la terre, à la fois en tant que glèbe nourricière et la terre à la fois en tant que planète, nous sont absolument indispensables puisque nous sommes issus de cette réalité-là. Quand on y réfléchit un peu, qu'on médite sur cette question, on est quand même choqué et blessé par la subordination universelle de la femme. C'est comme si l'humanité avait en quelque sorte soumis une partie d'elle-même. Nous sommes quand même à l'évidence, notre réalité individuelle, chacun de nous, elle est issue quand même du féminin et du masculin. Et le fait que le féminin soit subordonné a donné à notre histoire une espèce de déséquilibre qu'on a du mal à redresser actuellement. Et pire encore, c'est-à-dire que cette situation est comme rentrée dans la norme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne la pose pas, la conscience universelle ne se la pose pas comme véritablement un énorme problème qu'il faut résoudre, mais en fait, on est dans une espèce de consensus mou, à partir duquel on estime que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors, cela, bien sûr, ne permet pas au féminin d'être suffisamment présent dans l'histoire et de la déterminer autrement. Donc nous sommes dans un masculin outrancier, et ce masculin outrancier, évidemment, qui a tendance à aller vers justement la fragmentation du monde et qui a une tendance à amener de la violence, à militariser en quelque sorte notre système. Ce qui fait que la femme qui a et ça j'ai pu le vérifier dans différents lieux, et en particulier au Sahel, quand on voit la vaillance des femmes face à la difficulté de la vie, face au désert qui avance, face aux enfants qui ont faim, et ces femmes vaillantes qui se regroupent, qui essaient de trouver des solutions, et qui, dans les conditions les plus extrêmes, arrivent quand même à imaginer, comme si l'impératif pour elles, c'est finalement de protéger, de sauver la vie et de la transmettre. Et vraiment, c'est extrêmement émouvant de voir, dans ces conditions extrêmes, combien le féminin prend une certaine puissance. Alors, sans tomber dans le discours qui met le masculin et le féminin en antagonisme, il est urgent que nous puissions reconnaître que ce soit dans l'organisation de la société, que ce soit dans la réflexion et la pensée, que ce soit dans tous les domaines de la société, il faut quand même que ce féminin soit présent.
Et en même temps, ce féminin qu'il faut apprendre à reconnaître, que l'homme doit apprendre à reconnaître en lui-même, de même que la femme doit apprendre à reconnaître son masculin. Et si nous arrivons à cet équilibre, il y a certains peuples considèrent que le féminin et le masculin sont les deux éléments qui donnent l'équilibre. Et si l'un s'en va, l'autre s'effondre. Donc retrouver cet équilibre et cette cohérence et cette cohésion entre le féminin et le masculin me paraît indispensable pour la suite de l'histoire. L'éducation est fondamentale si on veut un changement de société. Bien entendu, l'éducation est quelque chose d'extrêmement délicat parce que chacun de nous naît dans un pays, sous un climat, dans une culture, quelquefois une religion différente ou une idéologie différente. Et l'éducation, donc la transmission en quelque sorte sous la forme de l'éducation, a souvent consisté évidemment à adapter l'enfant à cette culture, à cette religion, à ces valeurs, à cette morale, etc. Et donc ce qui fait que c'est ce qui donne un peu cette diversité culturelle, mais à la fois cette diversité culturelle aboutit à fragmenter le système humain. C'est-à-dire un système humain où il devrait y avoir cohésion, ben les cultures, bien entendu, reposant sur des valeurs contradictoires, ne contribuent évidemment pas à l'unité humaine. Alors il faudrait aboutir évidemment à la diversité, mais dans l'unité. C'est ce qui est d'ailleurs redondant dans les aspirations. Comment peut-on concilier la diversité, la légitimité de chaque peuple à avoir sa culture propre, laquelle inspirée très souvent par la nature, mais cette diversité non pas perçue comme une différence conflictuelle, mais comme une différence enrichissante. Qu'est-ce que devrait être une éducation qui, dans la perspective, par exemple, du mouvement international que nous essayons de mettre en route, prépare l'enfant à ce changement de paradigme, c'est-à-dire à apprendre finalement à construire une logique totalement différente du modèle actuel. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question, est-ce que nous préparons les enfants véritablement à participer à l'aboutissement d'un humanisme universel, celui qui donnerait un sens à notre histoire? Toutes ces questions sont les préalables par rapport à l'éducation directe proprement dite, c'est-à-dire la transmission de valeurs que l'on donne à l'enfant, de savoir, de savoir-faire, qui vont lui permettre de se développer personnellement et donc de naître à lui-même. Et la naissance à soi-même, c'est fondamentalement ce qu'on pourrait appeler l'éducation. Bien plus que ce qui a trait à l'endoctrinement, au formatage, à l'adaptation de l'être humain à une situation donnée. C'est pour ça qu'on est étonné de voir aujourd'hui combien l'éducation se poursuit sur des critères qui ne sont pas en rapport avec les immenses mutations que subit la société d'aujourd'hui dans cette transition entre un monde qui meurt et un monde à construire. On n'a pas l'impression que l'enfant est préparé aux défis auxquels il va se confronter demain. Ni en termes d'ailleurs simplement de ressources, de trouver un emploi, ni en termes social par rapport à une société qui se délite. Donc il y a nécessité de repenser l'éducation sur la base de donner à l'enfant la possibilité d'une polyvalence, la possibilité d'un pragmatisme qui lui permettrait de s'en sortir. Et cela passe évidemment par est-ce qu'on construit un enfant à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on le structure, on lui donne les forces et les énergies intérieures pour lui donner un enthousiasme qui ensuite va l'amener à la passion, et la passion qui va l'amener à acquérir ce qu'il estime être sa vocation. On néglige beaucoup, on a donné une espèce de priorité au mental, à l'intellect, malheureusement au détriment du manuel. Et ça aussi, c'est un déséquilibre.
parce que les mains ont une intelligence extraordinaire des mains. Donc il faut à la fois cultiver l'esprit, cultiver les capacités manuelles. Il faut aussi renoncer à tout prix à cette compétitivité pour remplacer la compétitivité par l'émulation. La compétitivité, c'est la confrontation, la dualité entre les individus pour qu'il y en ait un qui gagne et l'autre qui perd. L'émulation pourrait être l'exemplarité, l'exemple selon lequel tout le monde peut évoluer, peut s'élever, tout le monde peut dépasser sa propre nature. L'émulation me paraît plus intéressante. L'autre élément concerne évidemment donc le rapport aux autres qui ne soit pas duel et le rapport à la nature, qui est donc le fondement même de la vie et que l'on devrait systématiquement enseigner à l'enfant. La connaissance de son propre corps, la nature partant de son propre corps, qu'il puisse comprendre son corps et le miracle que représente son corps. Et ce miracle et cette responsabilité qu'il doit avoir à l'égard de son corps, qu'il ne doit pas le détériorer, qu'il ne doit pas manger n'importe quoi, qu'il ne doit pas... Et partant de là, donc l'esprit, la créativité, qui doit se faire non pas dans un esprit toujours de domination, mais dans un esprit de créativité utile aux autres, et donc la générosité, de quoi toutes ces choses-là sont très importantes. Et quant aux outils, je pense que quand on a donné à l'enfant l'enthousiasme, après les outils, les savoirs et les savoir-faire qui lui seront utiles dans sa vie et qui lui seront dictés par sa vocation propre, vont lui permettre de trouver sa propre place dans la société. Souvent, je pense à la main. La main, il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut pas dire, j'aime mieux mon pouce que mon index. Tous mes doigts sont indispensables. Et cette symbolique de la main, c'est-à-dire que chaque doigt est là où il doit être. Et c'est cet ordre-là intelligent des doigts qui fait de la main quelque chose d'efficace. L'efficacité vient de la diversité, mais la diversité non hiérarchisée, c'est-à-dire où chaque doigt est à sa place. Et quand on a fait un beau meuble, fabriqué un beau meuble, qu'on a joué une belle sonate, ben on ne félicite pas le pouce, l'index, c'est la totalité c'est l'ordre total sans hiérarchie qui va permettre de dire voilà une collectivité organisée et organisée sur l'équilibre. Et cet équilibre, il est au bénéfice de chacun, et chacun étant là où il est, n'est pas subordonné, mais il est là à la place qu'il occupe au bénéfice du tout. Voilà, alors c'est très idéal, mais si nous aboutissons à ce mode à ce résultat, la société serait absolument extraordinaire. Ce qui est très préoccupant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que l'enfant est dans cette ambiance de surabondance d'objets, de nourriture, qui sont déjà virtuels, c'est-à-dire qu'il ne sait pas leur provenance, il est comme dans un monde où les choses lui arrivent sans son provenance. Donc il y a déjà une sorte de virtualisation même de l'objet tangible. Ensuite, eh bien, il y a une virtualisation de par la prolifération technologique avec les écrans, où on passe d'un écran à l'autre, ce qui augmente évidemment la virtualisation encore davantage. Et donc cette double virtualisation, à la fois l'éloignement du tangible, la non-traçabilité, si on peut dire, des objets, plus cette prolifération des écrans qui ouvre à la planète tout entière, mais qui réduisent finalement la relation, qui se substitue souvent à la relation directe, eh bien, sont quand même assez préoccupantes. Et je pense que l'éducation devrait en tenir compte. D'autant plus que l'enfant, avant d'atteindre, disons, ce monde abstrait, il faudrait qu'il expérimente son caractère tangible, c'est-à-dire sa nature tangible, développer son ouïe, développer son regard, développer tout son sensoriel, et prendre finalement, rentrer en lui-même pour prendre possession de lui-même, prendre possession de son être tangible. Et c'est après avoir pris possession de son être tangible
qu'il peut aller vers le virtuel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve très performant et très intéressant de mettre les enfants très rapidement, le plus tôt possible, devant des écrans. Et ça, je trouve que c'est terrible. À mon avis, c'est une très, très, très grave erreur qui risque de faire des enfants qui ne sont pas ni ancrés dans le tangible, ni vraiment équilibrés dans l'abstraction. On introduit ce qu'on pourrait appeler la traçabilité des choses, c'est-à-dire d'où vient l'eau, par exemple, prendre le circuit de l'eau, aller rejoindre l'eau, d'où vient l'électricité, d'où viennent les vêtements dont dispose l'enfant, ou les chaussures, cette traçabilité et cette intelligibilité de l'origine des choses peut être un facteur extrêmement important pour la compréhension de l'enfant qui ne se trouve plus pris dans cette bulle virtuelle, mais qui en fait aura mentalement ou aura même physiquement intégré une vision globale. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est le confinement. On est dans une société du confinement et une société qui s'est mise en marge de la nature, qui fonctionne en dehors des rapports directs avec les phénomènes de la vie. Et ce microcosme parallèle à la vie, évidemment, confine la pensée, et même la pensée, je veux dire, même les pensées intellectuelles et autres sont maintenant extrêmement confinées parce qu'elles sont déconnectées de cette intelligence de la vie. Et rejoindre cette intelligence de la vie, rejoindre le tangible, élargir le regard, élever la conscience de façon à ce que la conscience puisse, comme quand on monte sur une montagne, au fur et à mesure qu'on s'élève, le paysage grandit et l'intelligibilité du paysage grandit, eh bien, je pense que l'éducation doit contribuer à resituer l'enfant dans le monde de façon à le désangoisser d'abord et à lui rendre le monde le plus intelligible possible, de façon à l'apaiser et à le rendre plus sociable. Un problème, évidemment, qui m'a préoccupé depuis pas mal d'années, c'est la question de l'agriculture dite moderne. Je n'ai jamais, évidemment, accablé les agriculteurs, mais il m'a paru vraiment désastreux d'avoir adopté une agriculture dans laquelle la chimie a pris autant de place. Et aujourd'hui, on est en train de faire des grands bilans sur cette agriculture dite productiviste, qui a mobilisé des surfaces de terre assez importantes, avec le machinisme, le recours aux engrais, le recours aux pesticides, et puis les grandes structures qui ont fini par éliminer pas mal d'agriculteurs. Eh bien, ces bilans globaux sont aujourd'hui, on constate qu'ils sont quand même extrêmement lourds. Et on peut, j'irai jusqu'à dire qu'il faudra bien qu'on reconnaisse un jour que l'agriculture dite chimique aura été une catastrophe écologique majeure. Parce que quand on voit les résultats qui sont la destruction des sols, la pollution des eaux souterraines, la disparition de la biodiversité, pratiquement 60% des espèces et des variétés accumulées depuis des siècles, depuis la fameuse révolution néolithique par l'humanité, donc ce patrimoine qui a disparu à pratiquement 60%. Quand on voit les nuisances occasionnées sur le milieu, mais aussi sur la santé humaine, évidemment, ça pose un énorme problème écologique et il est nécessaire et indispensable aujourd'hui de repenser l'agriculture. Alors bien sûr, il y a l'alternative écologique que l'on connaît, mais cette alternative écologique, elle a du mal à être admise et elle a du mal à être soutenue par les pouvoirs. L'expérience que nous avons pu faire d'une agriculture alternative dans les pays du tiers-monde, basée essentiellement, bien sûr, sur la matière organique, sur un travail des sols raisonné, sur le recours à des substances naturelles quand il s'agit de protéger les végétaux, le fait qu'elles permettent aux paysans d'avoir une certaine autonomie. On pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait qu'une décision à prendre, c'est-à-dire une option nationale, voire une option internationale, pour que l'on puisse finalement nourrir l'humanité en quantité et en qualité sans aucun problème.
Donc on pourrait dire que vraiment l'agriculture dite moderne doit figurer parmi les thèmes de travail et de réflexion concernant le futur. L'une des caractéristiques de la société moderne, c'est d'avoir en quelque sorte délocalisé les activités humaines. Il est possible que c'est aussi le transport, la capacité de véhiculer les marchandises avec le transport qui ont fait qu'on a petit à petit vidé les territoires des activités qui étaient les leurs pendant parfois des siècles. Enfin, des siècles, on partait sur le village qui était concentré, qui était organisé, et puis petit à petit, eh bien, on pourrait dire que la voiture ou les moyens de transport ont contribué à créer des distances, et ces distances qui ensuite ne peuvent être résolues que par la voiture elle-même, par les véhicules eux-mêmes. Ce qui fait que ce qu'on constate, c'est les territoires entiers qui sont dévitalisés. Les activités qui étaient économiques, centralisées, qui permettaient finalement de répondre aux besoins des populations là où elles vivaient, aujourd'hui, ces populations sont extrêmement dépendantes de choses, de marchandises qui auront fait des milliers de kilomètres alors qu'elles pourraient être produites localement. Donc ça, c'est une aberration. C'est une aberration qui est très préjudiciable à l'organisation de la société aujourd'hui, parce que cette délocalisation des activités fait que même la capacité des populations à se nourrir par elles-mêmes leur est confisquée. Et aujourd'hui, on voit par exemple les marchandises transiter du nord au sud, de l'est à l'ouest, simplement sous les critères de gain de productivité ou de marge bénéficiaire. Donc c'est totalement déraisonnable que de croire qu'on peut continuer à gérer ce système avec toutes les aléas qui peuvent advenir suite justement à la baisse, à l'augmentation du carburant, suite donc relocaliser l'économie me paraît être le pas décisif vers un grand changement de paradigme. Et relocaliser l'économie, ça veut dire qu'il faut se nourrir avec les denrées que l'on produit sur place. Je préférerais avoir des centaines de cordonniers qu'une usine à produire des millions de chaussures qui va délocaliser, etc. Je préférerais avoir des menuisiers, avoir toutes les activités petits commerces. À mon avis, tout ce qui est petit et qui constituait un maillage et une organisation sociale dans laquelle le maximum de gens étaient acteurs de l'économie, à mon avis, c'est l'avenir. L'avenir ne peut pas être dépendant comme ça du transport. Il y a une anecdote d'ailleurs que je raconte assez souvent. Il se trouve que dans les années 80, il y a un camion de tomates qui a quitté la Hollande pour livrer l'Espagne. Un autre camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer la Hollande et ils se sont percutés dans la vallée du Rhône. Ce qui fait que les tomates hollando-espagnoles ont pu faire connaissance, mais ça a été véritablement, ça a donné la caricature même et l'absurdité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Relocaliser l'économie, c'est redonner aux populations le pouvoir de survivre par leurs moyens, avec leurs ressources, avec leur savoir, avec leur savoir-faire, avec leur énergie, avec leur créativité. Et l'avenir ne peut être qu'à cela. Sinon, on va constituer des déserts économiques considérables. Et ces déserts économiques considérables vont aboutir à une aliénation générale de nos systèmes et à l'effondrement total de notre société. Bien sûr, la relocalisation de l'économie est subordonnée évidemment à une option nationale. Il existait un commissariat au plan, par exemple, qui définissait un petit peu qui avait une sorte de regard sur ce qu'on pourrait appeler l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, il faut reprendre une sorte d'aménagement du territoire, c'est-à-dire une planification qui va mettre en réserve et un traitement particulier à ce qu'on appelle le bien commun, l'eau, la terre, tout ce qui est nécessaire à la survie,
qui va établir comment l'habitat doit se situer par rapport à l'espace, qui doit avoir aussi une politique foncière, parce qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient accéder à la terre et malheureusement n'ont pas les moyens d'y accéder. Donc dans le plan, on pourrait parfaitement envisager que cet accès à la terre est une solution d'avenir. Tous ces éléments-là sont absolument indispensables si l'on veut véritablement répartir en quelque sorte les énergies sur l'ensemble du territoire et éviter cette concentration urbaine qui va finir évidemment par une implosion, ça c'est une évidence. Le mouvement pour la terre et l'humanisme a fait de l'agroécologie en quelque sorte son alibi fondamental, c'est-à-dire on s'organise autour de cette notion d'agroécologie. Quand j'ai commencé à pratiquer l'agriculture, évidemment, j'ai récusé l'agriculture chimique. Tout le monde sait que faisais partie un peu des pionniers de l'agriculture dite biologique. Et on a pratiqué donc l'agriculture biologique sur notre domaine propre. Et ensuite, quand je me suis trouvé au Sahel, je me suis trouvé en 81 face à des populations qui étaient confrontées non seulement à des problèmes de production coûteuses à cause de la chimie, à cause des produits chimiques très coûteux et qui détruisent les sols, mais à la fois à des problèmes de désertification. Et en examinant la situation, je me suis dit, on ne peut pas simplement faire que de l'agriculture bio, il y a nécessité d'intervenir aussi sur l'environnement. Et ça a donné, en quelque sorte, l'agroécologie. Et intervenir sur l'environnement, ça veut dire qu'il faut gérer les eaux pluviales, ça veut dire qu'il faut lutter contre l'érosion, ça veut dire qu'il faut reboiser, ça veut dire qu'il faut associer l'agriculture et l'élevage, modérer le pastoralisme, et donc faire que ces populations qui ont subi une espèce de tsunami de sécheresse puissent, avec une destruction massive de la flore, de la faune, des sols dénudés, avec des pluies torrentielles qui, sous les zones tropicales, sont toujours violentes, emportent la terre. Et tout ça faisait qu'il y avait une espèce de cataclysme continu. Et on disait, mais comment répondre à ce cataclysme continu? Eh bien, c'est en associant la nécessité de produire pour se nourrir, avec le respect évidemment du patrimoine nourricier et aussi la reconstitution du patrimoine nourricier et la préservation de ce patrimoine nourricier, ce qui amène à la lutte contre la désertification. Donc disons que ce spectre, ce qu'on pourrait dire de l'agroécologie, est quand même extrêmement large. Et ensuite on constate que ça a des effets sociaux, qu'on ne se comporte pas de la même façon, qu'on a une attention très particulière à la vie du sol, qu'on va mieux le nourrir, qu'on va mieux le... Et puis petit à petit, ça amène une compréhension plus large sur ce que c'est que l'écologie, pourquoi l'écologie, etc. Donc je dirais qu'à partir de cette démarche de l'agroécologie, on aboutit à quelque chose qui peut participer d'une façon très importante au changement de paradigme dont il est question. Un autre rapport à la vie, un autre rapport à la nature, bien sûr le tout sur de la modération. Mais au-delà, quand on est dans cette attitude face à la nature et dans cette attention et dans ce souci de prendre soin de la nature, ça ouvre bien sûr à toute la beauté de la vie. C'est-à-dire qu'on est intégré au mystère de la vie, et ce mystère de la vie qui nous amène vraiment à reconnaître que nous sommes nous-mêmes déjà très beaux, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons été façonnés et créés, et donc la beauté existe déjà en nous-mêmes, et que le regard que nous avons sur la vie petit à petit, dans ce mystère que l'on découvre, que l'on dévoile petit à petit, nous amène justement à reconnaître que l'ensemble de l'univers est une symphonie merveilleuse. C'est une symphonie merveilleuse, c'est une symphonie de couleurs, de sons, on dirait que tout est organisé dans cette forme de symphonie. Et on a l'impression que seul le genre humain, seule l'espèce humaine joue une fausse note dans cette symphonie. Et comment peut-on donc l'avenir, comment peut-on intégrer
la beauté comme facteur de changement important. À partir du changement, bien sûr, de l'individu, changement important pour essayer de nous raccorder, en quelque sorte, de raccorder notre être et de raccorder ce que nous sommes, notre réalité, à cette symphonie universelle. Et je pense qu'on ne peut pas occulter cette nécessité absolue de retrouver en quelque sorte cette harmonie, de rentrer dans cette harmonie. Il en va de notre avenir, mais il en va aussi de notre satisfaction intérieure et de notre évolution en tant qu'être humain. L'une des grandes utopies aujourd'hui, c'est la considération de la nature et la considération de la vie, et l'écologie en particulier. Il se trouve malheureusement que l'écologie est traitée aujourd'hui comme un paramètre, comme quelque chose de subsidiaire. C'est-à-dire dans le grand débat politique national et international, l'écologie est amenée comme l'élément auquel il faudrait s'occuper, comme si c'était quelque chose de marginal, alors qu'en fait il s'agit des fondements de la vie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une urgence absolue qui doit être donnée à l'écologie en tant que la plus déterminante de l'avenir. Ça ne sert à rien que nous construisions de toutes sortes de mondes, même d'utopies, sur les fondements d'une vie qui, eux, partent à volo. Tous les ministères devraient être concernés par l'écologie. Tout être humain est concerné par l'écologie, que l'on soit président, roi ou n'importe quoi, ou simple citoyen. Nous sommes tous concernés par les problèmes écologiques parce qu'ils sont le fondement de notre survie, de la pérennité et de l'avenir. Sans le fondement de la vie, rien d'autre n'est possible. Nous sommes dans une société de la surconsommation qui a pris comme principe le toujours plus indéfini, qui finalement ne met aucune limite à nos besoins réels ou à nos besoins artificiels. Dans le sens où si nous avions appliqué l'économie réelle pour gérer nos ressources et nos biens, je pense que personne sur cette planète ne manquerait de l'essentiel, c'est-à-dire de la nourriture, du vêtement, de l'abri, du soin, qui sont quand même le minimum basique que l'économie devrait gérer. Or, nous ne sommes pas dans une vraie économie. Nous sommes dans quelque chose qui donne au superflu la part la plus illimitée et qui donne à l'essentiel une part limitée, puisque des êtres humains comme nous sont dans le besoin et sont dans l'indigence. Alors tout ça amène un déséquilibre très important, difficile à réduire, et même dans la sémantique, quand on parle d'économie, à mon avis, on ne parle pas de la vraie économie, on parle de quelque chose qui est fondé beaucoup plus sur l'insatiabilité humaine, enfin d'une frange de l'humanité, 20 à 30%, qui sont la frange dite prospère. Et cette frange dite prospère a comme culture le culte de l'insatisfaction. Et cette insatisfaction devient le moteur, évidemment, d'une insatiabilité. Et cette insatiabilité, dope ce qu'on appelle l'économie, qui n'est en fait que la production financière et l'accumulation. Donc on se plaint beaucoup des pouvoirs des multinationales, on se plaint beaucoup de toutes ces choses-là, mais en fait, il n'y a qu'une seule possibilité pour l'avenir de l'ensemble de l'humanité, c'est de faire de la modération, de la sobriété, un art de vivre. Il n'y a que cela. Et c'est vrai que dans la sobriété, on peut trouver une authentique joie parce qu'on essaye d'équilibrer l'être et l'avoir. Et à ce moment-là, on instaure la satisfaction. Et c'est cette satisfaction qui, évidemment, doit partir d'un préalable absolu, celui déjà de résoudre le problème de ceux qui n'ont pas grand-chose encore aujourd'hui. Ce n'est pas de demander à ceux qui n'ont rien de devenir encore plus sobres, c'est au contraire de trouver l'équilibre de façon à ce que cette sobriété soit partagée et que le partage de cette sobriété
se traduisent par le partage des ressources. Et c'est la voie par laquelle on pourrait établir un mode de vivre pour soi-même, un mode de vivre par rapport aux autres, un mode de vivre par rapport à la nature, qui retrouve l'équilibre et qui nous amène une satisfaction. Le culte de la satisfaction, à mon avis, la civilisation de la satisfaction, doit maintenant succéder à la civilisation de l'insatisfaction. Et je pense que la sobriété est en même temps quelque chose qui spirituellement nous nourrit. C'est aussi un acte d'amour quelque part, parce que le fait de me limiter, ben, ça veut dire que je suis très conscient que mes outrances et mes excès se traduisent par la réduction des besoins des autres. Et tout cela, je crois que la sobriété pour l'avenir est absolument indispensable. Je ne vois pas d'autre solution que de passer par là. Dans le langage courant, quand on rencontre des gens qui vous traitent d'utopistes parce que sous-entendu d'irréalistes, c'est ne pas comprendre exactement ce que signifie le terme utopie, parce que l'utopie est loin d'être la chimère. L'utopie, c'est véritablement ce qui fait tourner le monde, ce qui a toujours fait avancer le monde. Ce ne sont pas des gens raisonnables qui restent, mais ce sont des gens utopistes, c'est-à-dire qui ont des projections et des rêves et des aspirations, et qui ne concordent pas forcément avec la réalité, mais qui sont en fait des projections. Alors, ce terme est venu, on dit que c'est Thomas More qui avait imaginé une cité idéale dans laquelle le monde qui serait parfaite, où l'être humain serait parfaitement heureux. Sauf que cette cité n'existe pas, et ça a donné le non-lieu. Mais moi, quand on parle de non-lieu, à ce moment-là, ça redonne une dynamique, parce que le non-lieu, ça veut dire qu'on est devant une page blanche. Il y a quelque chose à faire. On n'est pas prisonnier des schémas qui nous rendent raisonnables pour aller vers quelque chose qui, au contraire, va nous projeter vers l'aventure. Donc l'utopie, pour moi, n'est absolument pas à confondre avec la chimère. Elle est absolument indispensable à l'évolution. Même les grands savants ont été des utopistes. Les créateurs sont des utopistes. Tous les grands créateurs ont été des utopistes. Donc aujourd'hui, plus que jamais, dans notre monde qui est empêtré dans des grilles de référence, dans une idéologie qui est pétrifiante, sortir de cette pétrification, c'est au contraire l'utopie. C'est générer des utopies. Et Dieu sait que la société civile en génère énormément, beaucoup plus qu'on imagine. Et de ce fait, on a, à travers les utopies, un nouvel élan de créativité. Et ce nouvel élan de créativité, évidemment, va nous amener, c'est le seul qui est capable, finalement, de nous faire rêver, mais positivement. Rêver rationnellement. Aspirer rationnellement. C'est ça, pour moi, l'utopie. C'est aussi ce qui n'a jamais été réalisé, étymologiquement. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, où nous sommes dans une transition entre un monde qui est en train de décliner et un monde qu'il faut construire, eh bien, il y a cette transition. Et dans cette transition, il faut que nous mettions de l'utopie. C'est-à-dire rêvons rationnellement et positivement, mais rêvons.